nous allons d'abord commencer, comme on a fait avec les deux premiers panels, puisque nous avons énormément d'étudiants avec nous. Allez, un petit aperçu rapide sur ce concept d'intelligence artificielle. On en parle tellement ces dernières années. Oui, c'est vrai. Dr. Slier. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les initiateurs de cet événement, qui est très très important pour notre jeunesse. Ça donne beaucoup d'espoir. Je remercie pour ça. Alors, l'intelligence artificielle, pour définir la définition générale, c'est quoi? C'est de la théorie. Ce sont toutes les théories et toutes les technologies qui permettent de développer des systèmes informatiques, des programmes informatiques complexes, qui permettent de simuler certains traits de l'être humain. Certains traits, pas simuler les traits d'intelligence complète de l'être humain. C'est certains traits de l'intelligence de l'être humain, tels que l'apprentissage, le raisonnement, la perception de la qualité, la perception des tendances, mais il ne faut pas penser que l'intelligence artificielle, c'est d'avoir un comportement humain. Ça, c'est tout à fait faux. Maintenant, on utilise ça dans beaucoup de systèmes, tels que la reconnaissance, c'est-à-dire on apprend un système pour qu'il puisse reconnaître des individus, reconnaître des objets. On peut l'utiliser aussi dans tous les systèmes de prise de décision ou bien d'analyse de systèmes pour prédire les tendances dans les finances, en politique. Pratiquement, l'intelligence artificielle actuellement touche tous les domaines. Il n'y a pas de domaine, de la mécanique jusqu'à tous les domaines politiques, financiers, techniques. Une bonne quinzaine de domaines apparemment à l'échelle internationale, et ça évolue d'année en année. Ça évolue d'année en année, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces méthodes actuelles, je disais bien théorie, la théorie, elle a été faite il y a 30 ans, 40 ans. Et ça ne s'est pas développé correctement, c'est-à-dire comme ça aurait pu être le cas, parce qu'il n'y avait pas la technologie derrière. Quand il y a eu l'évolution de la technologie, on est arrivé à avoir des résultats vraiment surprenants dans ce domaine. Donc c'est lié, théorie et technologie. C'est grâce à ça que ce domaine a eu un tel essor. Alors, professeur Adel السلام عليكم. محمد رحماني باردون، واش تقول لنا على هذه النقطة هذه في الذكاء الاصطناعي؟ دونك بالنسبة لي أنايا الذكاء الاصطناعي اليوم موجود في جميع المجالات، لأنه انتقل من فكرة إلى نظرية، اليوم راه تطبيق. الذكاء الاصطناعي موجود في تقريبا جميع الميادين، في المنزل، في المكتب، في ميادين الحياة. أنا مثلا في ميدان الطاقة كي نحكيو على l'intelligence artificielle, كي نحكيو على les applications تاعها، نلقاو بلي عندها des applications dans tous les domaines de l'énergie électrique. Par exemple, quand on parle d'un système de production, d'un système de transport, quand on parle de la distribution, quand on parle de l'intégration des énergies renouvelables qui font la mode aujourd'hui, quand on parle par exemple de développement dans tous les secteurs, donc نلقاو بلي l'intelligence artificielle, ça peut être un vecteur porteur pour le développement. Ça permet de mettre en œuvre certaines idées et ça peut mettre un certain capital dans le monde du savoir au service d'une industrie qui est en plein développement. Quand je parle de notre système d'énergie en Algérie, quand on parle du dispatching national, des dispatching régionaux, quand on parle des systèmes de production d'énergie, quand on parle de la sécurité des systèmes, par exemple pour le comptage, pour la conduite des réseaux, quand on parle de la quantité d'informations disponibles. Donc l'intelligence artificielle peut être un vecteur, peut être un levier pour le développement et peut contribuer énormément dans l'évolution des systèmes d'énergie. Parce que l'énergie, c'est le vecteur porteur de la vie. Vous parlez du secteur que vous maîtrisez, mais il y a aussi d'autres secteurs. Oui, elle trouve des applications dans les machines à laver, dans les téléviseurs, dans les serveurs, dans les moteurs de recherche sur Internet. Elle est intégrée partout. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui peut être vulgarisé dans notre vie quotidienne. Très bien. C'est Adel. Voilà, micro bien désinfecté. Voilà. Alors,
Je reprends ce que mes collègues viennent de dire. Et effectivement, donc l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de doter des algorithmes et des systèmes avec une certaine forme d'intelligence. J'insiste sur ce mot-là, de certaines formes d'intelligence. Ce n'est pas une intelligence alternative à celle de l'intelligence humaine. Hein. Et comme ça a été dit, c'est que c'est des techniques-là qui sont utilisées par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Nous, on les connaît depuis les années 80. Ils ont eu leur émergence vers les années 2010 grâce au cloud, à la puissance de calcul qui nous permet de faire ça, et aussi grâce aux big players qui ont investi dans ce domaine-là et qui a fait, et aussi l'intelligence artificielle, c'est une technique transversale, donc on les trouve dans toutes les industries, vraiment toutes les industries, et il y a un bureau d'audit en 2017, il a cité 8 principaux domaines où il y aura un grand impact. Hein, ça a été dit, l'énergie, l'automobile, la santé, mais vraiment un grand nombre d'autres choses. Une autre, la même, je crois, c'est la même cabinet d'audit. En 2018, ils ont calculé l'impact sur le PIB mondial. Entre 2018 et 2030, c'est l'équivalent, je ne me rappelle pas le nom, ça fait le tourner le nombre de dollars, des milliards de dollars. Ils ont évalué ça, ils ont estimé ça à peu près à 14% d'augmentation du PIB mondial grâce à ces nouvelles technologies. D'accord, voilà pour une définition rapide. Maintenant, comment voyez-vous l'apport de cette nouvelle technologie ou de cette intelligence artificielle sur, on va dire, le secteur socio-économique de manière générale, focus Algérie? Alors, l'apport, il y a M. Belouchani, il a commencé déjà à en parler. Cet apport-là, il rentre, premièrement, il facilite l'accès aux ressources vitales. Par exemple, déjà dans le domaine d'autonomie dans ce point de vue-là, l'apport, c'est-à-dire il optimise le coût, le temps et la productivité. C'est-à-dire en agriculture, lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle, on peut garantir les meilleures conditions d'exploitation. Dans l'agroalimentaire, la même chose. Ceux qui font, par exemple, l'exploitation, l'élevage d'animaux, de poules ou quelque chose comme ça, il améliore, il optimise le système de telle manière qu'il n'y ait pas d'imprévu, de maladie ou que les conditions d'humidité, de chaleur ne soient pas respectées. En fait, donc l'intelligence artificielle permet d'optimiser d'une manière très fine ces systèmes-là. Aussi, du point de vue sécurité, l'intelligence artificielle permet d'avoir des systèmes de sécurité beaucoup plus fiables. Et ce qui est très très intéressant, c'est que l'intelligence artificielle permet de donner d'autres visions que l'être humain lui-même n'a pas. Parce que quand on étudie ou on analyse des masses de données très très importantes, on peut faire sortir des analyses qu'on n'a pas faites. Donc il y a une sorte de prédiction ou d'annonce qui sont très intéressantes pour savoir comment construire l'avenir d'une entreprise ou bien faire une meilleure gestion des risques. Donc l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit, peut intégrer des systèmes très simples, une simple application sur smartphone pour améliorer notre quotidien, comme elle peut avoir un impact très important dans des prises de décision cruciales. كيفاش نطبقوا هذا الذكاء الاصطناعي اليوم في الجزائر بروفيسور؟ Donc, par rapport à l'intelligence artificielle, quand on parle de machine, généralement, si on compare l'intelligence humaine à l'intelligence de la machine,
la comparaison ne peut pas se faire directement. Mais par rapport à la machine, il faut se dire que son intelligence, elle est tirée de l'intelligence de l'être humain qui la programme. C'est pour ça, si pour pouvoir réussir l'intelligence artificielle, il faut qu'on sache identifier les problèmes clairement, il faut qu'on sache adopter la méthode la plus adéquate pour l'application. Et après, les applications, il faut commencer par des applications simples et les faire développer. Quand on parle de l'intelligence artificielle, par exemple, dans le domaine de la reconnaissance, de l'identification, la prise de décision, si on les applique par rapport à un système d'énergie, ça peut faire énormément de bien. Mais on des économies. On fait des économies et on fait on va garantir le confort de l'utilisateur. Parce que dans un système d'énergie, ce qui touche les gens le plus, c'est les coupures. Quand vous avez une rupture d'alimentation en énergie, tout le monde se plaint. Maintenant, pour éviter, c'est ce qu'on appelle généralement le jargon des gens d'électricité, les déclenchements. Donc, il faut que le système soit très bien organisé. Et pour qu'on puisse le gérer correctement, il y a des perturbations. Si on sait comment les analyser, comment les gérer, donc on va minimiser la part, on va minimiser l'impact de tout ce qui peut être comme défaut, qui va perturber le réseau. Et donc, on va minimiser le nombre de personnes touchées par les coupures et par conséquent, profiter du système davantage. Donc, prendre une décision par un système de protection, par un système de gestion, c'est savoir réunir les données pertinentes pour prendre une décision correcte. Parce que des fois, il y a trop d'informations, et si on ne sait pas les trier, donc ça devient une gêne. Parce que des fois, trop d'informations, ça prend énormément de temps pour calculer, et des fois, ça mène vers des décisions erronées. Parce que si vous ne savez pas sur quelles données vous devez axer votre décision, eh bien, on risque de prendre de mauvaises décisions. C'est pour ça, actuellement, l'intelligence artificielle, elle prend de la place, mais beaucoup plus avec une certaine prudence. Pour quelqu'un qui gère déjà un système physique et qui est déjà en place, le convaincre de changer vers l'intelligence artificielle n'est pas une facile. Alors, si Adel, vous avez parlé tout à l'heure des domaines. Maintenant, pour l'applicabilité dans notre pays, en Algérie, et les domaines qui, visiblement, sont le plus demandeurs, j'ai envie. Comme ça a été déjà dit, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une technologie, et comme le sujet de cet événement, c'est une technologie de rupture aussi, et qu'on retrouve partout, dans tous les domaines. Et même, il y a toujours des études qui ont été faites, c'est que tous les emplois, 90% des emplois dans le monde entier, aussi bien en Algérie, seront impactés par cette intelligence artificielle. Et concernant les entreprises, il y a 32%, ça c'est des statistiques de 2018, 32% des entreprises en Chine, ils ont fait passer leur procédure vers l'intelligence artificielle et 22% pour des entreprises américaines et 20% d'entreprises allemandes. C'est pour dire que c'est une technologie au même titre que ce qu'on a vu dans les différents panels. C'est des technologies émergentes et on n'a pas le choix d'y aller. Maintenant, la question qu'on se pose aussi, c'est que chez nous, par exemple, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on y aille? Il y a pas mal d'initiatives qui sont en train de se faire. Par exemple, dans le dernier panel, vous avez associé l'université, nos programmes, comme par exemple à l'École nationale polytechnique et même à Babzouar, etc. et ailleurs. Maintenant, on a des modules où on apprend l'intelligence artificielle, qui est une technique qui fait partie de ce qu'on appelle le machine learning, beaucoup plus général. Donc, les programmes qu'on enseigne dans les universités prennent en compte ces nouvelles technologies. Et pourquoi, pour nous, c'est une opportunité, toutes ces nouvelles technologies, c'est une opportunité pour l'Algérie par rapport aux anciennes technologies. Avant, on avait un problème d'accès à ces technologies. Maintenant, avec le virtuel, et la mise à disposition de ces big players, de leurs outils, il y a des outils, c'est devenu pour les étudiants en PFE, presque, j'allais dire, un jeu d'enfant pour automatiser ou pour faire utiliser l'intelligence artificielle pour des applications. Et ce soir, vous allez voir des exemples de ces concours sur l'intelligence artificielle. Hâte de suivre ça cet après-midi. Voilà, donc c'est un lien. Alors, pour l'intelligence artificielle, il faut des moyens. L'intelligence artificielle n'est pas gratuite, elle est très chère. Et les moyens, c'est les moyens de calcul. C'est-à-dire, il faut avoir une infrastructure numérique solide, avoir des clouds,
avoir des accès et avoir aussi les big data, c'est avec les données et cette puissance de calcul qu'on arrive à faire de l'intelligence artificielle et ça coûte. Pour le moment, les grands players ouvrent, il y a des possibilités de faire des choses gratuites, mais ça c'est très très important. C'est-à-dire je ne sais pas si j'ai pris trop de temps, j'ai encore des trucs. وفي المساء أنا حين نشوفوا بعض الشركات الناشئة اللي تطرق لهذا المجال de l'intelligence artificielle. Alors, dernière question, puisqu'on est dans un événement start-up, une conférence start-up régionale ici à Constantine, est-ce qu'aujourd'hui les start-up justement s'intéressent de plus en plus à ce concept et essayent de développer en tous les cas des projets dans ce sens? Oui, Professeur Serir. j'ai eu la chance de participer à un concours justement d'intelligence artificielle pour nos jeunes Algériens. Et il y a eu un réel engouement pour le challenge. Il y a eu beaucoup de propositions. Et parmi les propositions, il y a eu des idées vraiment innovantes, très intéressantes, qui, je pense, vont faire l'objet de start-up sans équivoque. Mais le problème, par contre, je voudrais bien parler d'un problème qui est crucial pour l'intelligence artificielle, hormis les moyens technologiques pour la réalisation, mais aussi les bases de données nationales. Parce que si on veut appliquer l'intelligence artificielle à des problématiques algériennes, il faudrait des informations algériennes, des bases de données algériennes. Et là, nos étudiants, ils sont confrontés à ce problème. Ils font fonctionner leur système avec les bases de données étrangères. C'est une réalité étrangère. Un simple exemple, détection des matricules. Vous avez des bases de données très importantes sur les matricules étrangères. Mais les spécificités des matricules algériennes, c'est différent. D'accord. Donc, il faut des images, il faut des bases de données sur ces réalités-là. Et l'entreprise, en principe, doivent coopérer pour donner les informations nécessaires à la réalisation des systèmes et les adapter. Très bien. D'accord. Donc, les startups, je pense qu'il y aura, mais le produit final ne pourra être réalisable que si ils peuvent aller jusqu'au bout de leur système en l'appliquant sur des réalités de notre pays. D'accord. Oui, pour les startups, c'est Adel. Oui. Alors, je voulais parler concernant les startups, c'est que le but des startups, au fait, c'est aussi de résoudre des problèmes bien spécifiques et trouver des solutions. Et il serait intéressant, par exemple, d'avoir des statistiques sur combien de solutions ont été déjà résolues par ce type c'est-à-dire il y a tellement d'idées et ce qu'on souhaite, c'est-à-dire notre façon d'arriver à les avoir un impact sur notre société, donc par c'est-à-dire, ça a été dit tout à l'heure, on parlait du pont, des passerelles entre l'université et l'industrie. Maintenant, on souhaite parler aussi du pont entre ces start-up et vraiment l'industrie, les grandes entreprises, etc. Très bien. C'est Rahmani, خلصوا معك. À mon sens, et Ça y est. la situation actuelle en Algérie, on manque énormément de cadres techniques et réglementaires. Par exemple, quand on parle de technologie, quand on n'a pas de réglementation, quand on n'a pas de normes, c'est tous les normes, les standards. Les industriels ne sont pas cadrés. Quand on parle par exemple, quand on parle de profit, l'université, elle fait des travaux de recherche, les industriels en cherchent des résultats, mais généralement, ce qui peut faire le lien, c'est le profit commun. Quand l'université a des brevets, a des inventions et elle les vend aux industriels, et quand les industriels transforment ces brevets et ces inventions en produits réels et en services réels, ça va résoudre le problème. Parce que ce qui manque actuellement, c'est le profit partagé. On ne peut pas parler d'une université financée par l'État et d'une industrie qui profite d'un marché qui n'est pas saturé. Donc, mais l'université, quand elle vend ses inventions et l'industriel, quand il vend ses produits, ça va faire marcher tout le monde. Mais on aura besoin de cadres réglementaires et techniques, notamment en matière de normalisation et de standardisation. Docteur Serir, Allez-y, je peux ajouter un dernier point. Une phrase. Je voudrais rebondir par rapport à ce qui s'était dit tout à l'heure sur la passerelle université-industrie.
tout a été dit, sauf un point, c'est-à-dire les universités, ils ont fait un effort d'avoir des incubateurs internes et aussi des cellules de relations entre l'industrie et l'université. Mais il y a un point, je pense que personne n'a parlé de ce point, c'est que les entreprises, pour que ça marche, il faudrait qu'ils aient une cellule d'innovation qui aura pour charge de définir les besoins explicites de l'entreprise et aussi d'avoir une relation permanente avec les universités. Parce qu'il y a tellement de changements dans l'organigramme des entreprises qu'il est difficile d'avoir des relations pérennes. Très bien, merci. Docteur Amira Serir, je rappelle, Ben Marabat, professeur à l'USTHB, conférencier international et auteur de plusieurs publications et articles, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Docteur Mohamed Rahmani, de l'Université de Constantine, consultant senior, travaillant actuellement avec plusieurs entreprises internationales en Algérie, en tant que consultant, formateur et aussi auditeur dans le secteur de l'énergie, il faut le préciser. Adel Belouchrani, qui est professeur à l'École nationale polytechnique, l'ENP, invité dans plusieurs universités et laboratoires à travers le monde, Japon, Amérique, Malaisie, Tunisie, Maroc, France et Arabie Saoudite. Merci à vous, vous pouvez les applaudir.